Il y a des rencontres qui font tout basculer. Bienvenue sur Tipping Point. Nous sommes Lucie et Romain, entrepreneurs convaincus que les entreprises et ses leaders jouent un rôle déterminant dans la construction du monde de demain. Un monde que nous rêvons plus juste, plus inclusif et plus respectueux. Nous dénichons pour vous des leaders inspirants et engagés. Ils ont à cœur de vous parler de leur tipping point, ces moments où tout a basculé pour eux. Peut-être deviendront-ils l'un de vos tipping points ? Bonne écoute. Ouais, en fait, l'introduction, elle va être hyper rapide. Tu nous reçois à Gaillac, oui. Olivier. Et merci pour ton invitation et ton accueil chaleureux. On est dans un appartement magnifique avec une ambiance un peu d'Amazonie. Pour le moins. Tu disais que tu as voulu reconstituer un peu de ça, mais tu nous en parleras. Avant de démarrer, moi je voulais remercier Julie Charles, qui est une auditrice de Tipping Point, qui un jour m'a contacté sur LinkedIn en me disant j'écoute vos podcasts, c'est sympa. Donc moi je réponds en disant merci du feedback, c'est toujours très agréable, au plaisir de discuter. Elle me dit discutons, et on a un peu discuté de nos activités respectives, et puis un jour elle m'a glissé en disant écoute, moi je connais quelqu'un, je pense que ça pourrait faire un bel épisode. Et elle m'a dit je vous mets en relation. Donc elle a créé le mail, elle a écrit le mail et nous a mis en relation. Olivier, nos conseillers au téléphone. On a passé une bonne heure et demie, je pense, à discuter. Ah oui, c'est ça. Ouais. C'était très sympa. Et quand j'ai raccroché, je me suis dit, waouh, sacrée histoire. Que d'enseignements. On a parlé de plein de choses, de confiance, de libération, d'entreprise libérée, de libération de soi, j'allais dire de cartel, mais non, mais d'affaires malveillantes, de projets douteux, d'expatriation, de moments heureux, ouais. voilà, des moments heureux, des moments douloureux. Et je me suis dit, mais tellement de tipping point. Et donc, avec Lucie, on était très impatients de pouvoir discuter avec toi, avoir ce moment de rencontre en vrai, et puis de pouvoir l'offrir à toutes celles et ceux qui écoutent ce podcast. Donc j'en dirai pas plus. Olivier, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es ? Ça c'est la question. Qui je suis ? Alors, si j'écoute ma mère, je suis pas fait comme tout le monde déjà. je suis pas comme tout le monde. Oui, effectivement, j'ai pas démarré comme la plupart des gens, puisque j'ai démarré en échec scolaire. Puis à l'âge de 7 ans, j'ai failli passer de l'autre côté. En fait, j'ai eu un grave accident de voiture, je me suis renversé. Et il a fallu que j'ai 15 ans pour me rendre compte que j'étais passé de l'autre côté vraiment. C'est-à-dire, j'ai connu ce qu'on appelle la mort imminente. De l'âge de 7 ans jusqu'à l'âge de 15 ans, jusqu'à ce que je lise un bouquin qui s'appelait La vie après la mort. Bizarrement, je suis tombé sur ce bouquin et j'ai revécu ce que j'avais vécu à l'âge de 7 ans. Mais j'en parlais pas parce que j'avais pas conscience de ça. Donc c'est le premier épisode. Donc là, oui, effectivement, j'avais pas une enfance un petit peu bousculée, c'est le cas de le dire. Et ensuite, j'étais donc en échec scolaire. Et puis en échec professionnel, parce que mon premier boulot, ça a été menuisier ébéniste, que j'avais appris pendant 2 ans. Et ça durait que 15 jours. Je me suis fait virer comme un malpropre au bout de 15 jours. Et ma première expérience professionnelle, c'était triste à mourir. Et je me suis dit, là, il y a quand même un souci, quoi. Voilà, à l'école, ça va pas. Au boulot, ça va pas. Et puis là, j'ai passé un truc un peu bizarre. Et j'en parle depuis peu, d'ailleurs. Parce que j'en ai pris conscience depuis pas très longtemps. J'avais 17 ans. 17 ans, après mon CAP et BEP de menuisier ébéniste. Et comme ça allait pas. Et je me suis acheté un cahier de brouillon à l'époque. Il y avait des cahiers de brouillon qui coûtaient quelques centimes d'euros. Il y avait 96 pages. Sur la dernière de couverture, il y avait les tables de multiplication. Et j'ai acheté ce cahier et je savais que je devais écrire quelque chose, mais je savais pas quoi. Mais j'avais quelque chose à déposer sur ce cahier. Donc j'ai ouvert les 2 feuilles du milieu, les 2 pages du milieu, là où il y a la petite ficelle blanche là, qui relie le cahier. Et sur la page de gauche, en haut à gauche, j'écris papa. Sur la page de droite,
Donc en haut à droite, j'écris maman. Et je sépare ces 2 pages-là je fais 2 colonnes sur chacune de ces pages. Et sur la colonne de gauche, je mets plus. La colonne de droite, je mets moins. La même chose sur l'autre page. Et là, je commence à dire qu'est-ce que je veux de mon père et qu'est-ce que je veux pas de ma mère. Et qu'est-ce que je veux pas de lui. Et sur l'autre page, pareil, qu'est-ce que je veux de ma mère et qu'est-ce que je veux pas d'elle. Et là, j'ai commencé à visualiser quelque chose qui m'a guidé finalement pour le reste. Et je crois que ces colonnes-là, inconsciemment parlant, c'est une matrice que j'ai gardée. Et je me suis inspiré des gens que je rencontrais. Et finalement, je me suis construit avec les gens que je rencontrais, soit au sport, qui a été salvateur pour moi, soit dans ma vie professionnelle plus tard. Et puis aussi quelqu'un de très important, et là je le nomme, c'est Jean-Pierre Cauchy. Jean-Pierre Cauchy, c'était parce que j'ai fait toutes les classes qui n'étaient pas normales, puisque je suivais pas le processus normal, je rentrais pas dans les cases du système, et à l'époque, j'ai fait des classes CPPN, qu'on appelle aujourd'hui CEPCA, je crois, je sais plus comment ça s'appelle, CPPN, classe transition, classe allégée, classe aménagée. Et dans ce parcours-là, j'étais en 5e, il y a un professeur, Jean-Pierre Cauchy, donc. On avait un professeur principal, on n'avait pas beaucoup de professeurs à cette époque-là, dans ces classes-là, et il nous dit à la classe, tiens, mercredi après-midi, je sais plus si c'était mercredi ou jeudi, je sais plus à cette époque-là, mercredi après-midi, si vous voulez, ceux qui veulent venir chez moi, eh ben viendront, et puis on ira faire une partie de pétanque à la carrière du coin. Et là, quelque chose changeait. C'est-à-dire que moi qui avais peur des professeurs, peur de l'école, j'étais paralysé pour des violences que j'avais connues quand j'étais plus petit avec les instituteurs. Là, ce professeur-là nous invitait chez lui. Donc en fait, il cassait un système que j'imaginais très vertical, le professeur est là-haut et toi t'es en dessous et t'écoutes, et surtout je faisais semblant de comprendre. Donc je disais oui pendant toute ma scolarité, je comprenais rien. J'étais paralysé en fait. Jusqu'au jour où ce professeur, Jean-Pierre Cauchy, nous a invités chez lui. On était 4 à accepter son invitation. Et là, quelque chose est tombé et j'ai repris confiance. J'ai repris confiance dans l'école. Et j'étais toujours dans ces classes en difficulté, mais j'étais un des meilleurs dans ces classes en difficulté. Donc, c'était déjà une victoire. Donc voilà pourquoi ma mère me dit que je suis pas fait comme tout le monde. Et là, je vais faire 700 km en vélo pour partir de Gaillac pour aller en Normandie. Et elle me dit, mais t'es fou, t'es pas comme tout le monde. Mais maman, je fais ce que j'ai envie de faire. C'est surtout ça. Et c'est vrai que je suis pas comme tout le monde quand je fais d'abord ce que je ressens. Donc c'est OK pour moi. Donc qui je suis, j'étais un petit peu long, mais je suis un électron libre en fait. Je fais d'abord ce que je ressens et je le fais. Et puis je pense après. C'est marrant. C'est l'institution ou c'est les personnes dans l'institution qui t'avaient bloqué? D'abord les personnes, ça c'est clair. D'abord les personnes, et les personnes elles-mêmes qui fonctionnaient dans une institution. Donc j'ai le sentiment que je ne rentre pas dans les cases d'un système qui se veut uniforme pour tout le monde. Je crois que j'avais besoin d'un environnement qui pouvait me comprendre, et je l'ai pas trouvé. Alors je l'ai trouvé moi ensuite par les activités que j'ai décidé de faire. Et donc là, c'est passé par de menuisier à ébéniste 15 jours. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais vendeur de matériel d'école. Le hasard est bizarre. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vendu des panneaux publicitaires. Et puis surtout, et là c'est un grand tournant dans les années 80, en 81, quand Mitterrand a été élu, il y a eu la libération des ondes radio. Et là, pour moi, j'avais donc 17 ans, à l'époque où j'avais acheté ce petit cahier, et j'ai un copain qui me dit, tiens, il y a une radio pirate qui s'est ouverte dans un petit bled à Nogent-le-Rotrou, 12 000 âmes, entre Chartres et Le Mans. Et il me dit, tiens, en haut des HLM, là où on habitait, dans les quartiers HLM, il y a une radio qui s'est installée, si tu veux, on va voir. Ah bah ouais, on y va, allez. Et là, le jeune animateur radio, je me souviens encore, d'ailleurs j'ai des photos ici, où c'était je me rappelle, il y avait le
le micro qui était perché en haut d'un bâton de ski fixé du Chatterton et le bas du bâton de ski coincé avec des briques. Et voilà comment l'animateur de l'époque m'a dit tiens, tu veux parler dans le micro? Et ça devait être des disques à la demande. Voilà. Et j'ai commencé à parler dans le micro. Et puis là, je me suis rendu compte, c'était un cap aussi important parce que lorsque je parlais dans le micro, à l'autre bout, eh ben, ça résonnait. C'est-à-dire que les gens appelaient, téléphonaient en disant ah super, on aimerait ça, ça. Et moi, je commençais à parler aux gens et j'aimais. Et il y avait un retour, donc j'ai pris confiance en moi aussi là. Donc entre ce professeur Jean-Pierre Cauchy, entre la radio libre, entre le sport, ben là j'avais des ancrages qui me permettaient d'être moi-même finalement. J'étais pas si mauvais que ça finalement, puisqu'il se passait des choses. Donc j'ai fait de la radio en tant que bénévole. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Dessinateur maîtreur à Paris. J'ai bossé en tant que ébéniste pour des personnalités à Paris, Belmondo, Houphouët-Boigny, président africain, enfin un truc incroyable, mais j'étais dessinateur maîtreur, mais ça me convenait pas parce que c'était Paris, puis j'avais besoin de revenir dans ma province, dans le Perche, et surtout faire de la radio, quoi. Et c'est là que à force de faire de la radio bénévolement, un jour, je me suis dit, allez, c'est bon, quoi. Vas-y, lance-toi. Tu sais vendre de la pub, tu sais parler au micro, t'as une forte envie de faire ta radio. Et à l'époque, il y avait Radio Nostalgie qui commençait à lancer ses premières radios en France. Et j'ai été, je crois, un des tout premiers à diffuser Radio Nostalgie depuis la caravane de mes parents dans un terrain caché, puisque la radio était pirate. Voilà, et puis ça a bien marché. Donc Nostalgie à Nogent-le-Rotrou, Nostalgie à Châteaudun, Nostalgie à Alençon, Chérie FM à Chartres, Europe 2 ensuite à Nogent, et puis d'autres radios que j'avais développées moi en région, des propres radios dont j'avais fait les programmes. Donc 10 ans d'aventure passionnante dans la radio, où j'ai fait tous les métiers de la radio. Et là, j'ai vendu à un groupe important en France. Et à 31 ans, matériellement parlant, d'où je venais, il s'était passé des choses incroyables, quoi. Donc, ouais, les choses se passaient bien. Ta maman était rassurée? Oh, elle était perdue, ma pauvre maman, parce que elle était perdue. Elle disait mais on le suit pas, on comprend pas, on sait pas ce qu'il fait. Ce Voilà. que j'allais dire, c'est jusqu'à tes 17 ans, jusqu'à ce que tu rentres en fait dans ce domaine de la radio, ton environnement familial, tes parents, ton papa, ta maman, comment est-ce qu'ils te suivent? Comment est-ce qu'ils te comprennent? Comment est-ce qu'ils te soutiennent? Ça, c'est une belle et bonne question. Ma mère toujours inquiète, donc toujours à l'affût, mais fais pas ci, fais pas ça. Donc j'ai été élevé avec les ressources elle disposait. Donc merci maman, et en même temps, moi j'ai fait mon parcours, mon chemin. Et puis mon père, c'était s'il travaille, pas de souci. Donc je fasse ça ou autre chose du moment que je travaillais, c'était important. Mais la valeur travail de mon père était très importante. Ouais, très importante. T'as des frères et sœurs? Ouais, j'ai Fabienne qui a 5 ans de moins que moi. Ouais, mon père était facteur. Il sortait de la campagne. Ma mère était ouvrière spécialisée à fabriquer les téléviseurs à la chaîne. Ensuite, elle est devenue femme de ménage dans un collège. Et ensuite, tous les deux, ils ont monté une petite librairie papeterie. C'était un bel épanouissement pour eux, parce qu'ils avaient mon père était entrepreneur dans l'âme, mais pas exploité, ou sur le tard en tout cas. Ma mère était quelqu'un qui aime le monde, qui est très sociable, et merci maman, parce que j'ai de vous deux en fait. Le boulot, c'était très important, mais j'ai appris à dompter le travail, parce que pendant longtemps le travail m'a dompté. Et puis maman pour sa partie sociale, ouverture. Donc ouais, chouette de ce côté-là. Voilà. Pardon. Qu'est-ce que tu fais après avoir revendu toutes tes participations dans la radio? Eh ben écoute, à ce moment-là, j'avais vraiment des ailes qui me poussaient dans le dos. Tout allait vraiment bien. Tout ce que je faisais fonctionnait. Et quand j'ai vendu, je me suis dit, je fais une pause. Mais quelque part en moi,
je sentais que j'avais manqué des épisodes. J'avais pas appris une autre langue, par exemple. Donc j'avais besoin d'apprendre une autre langue. Je savais que j'étais capable d'apprendre plein de choses. Et donc, quitte à apprendre plein de choses, mais avec ma méthode, pas par un système qui m'impose comment l'apprendre, mais parce que j'en ai envie. Et donc, comme le système m'a pas donné envie, moi, je suis allé chercher mes envies. Et à travers la radio, c'était quelque chose. Et puis là, mon envie, c'était... déjà, je partais du constat que, quitte à passer 24 heures de notre vie, où les passer? Parce que 24 heures passées à Nogent-le-Rotrou ou 24 heures passées dans un pays, c'est les mêmes 24 heures, sauf que l'échelle est différente. Donc je me suis dit, autant générer de l'impact sur un pays plutôt que sur un village. Et donc je me suis dit, je vais choisir un pays. Mais pourquoi un pays et pourquoi pas la France? En France, je sais pas, ayant travaillé dans la radio, j'étais sans arrêt entouré de gens qui me connaissaient. Et c'était fatigant à la fin, quoi. Partout où j'allais, je connaissais du monde. Et j'avais envie de m'éloigner, j'avais envie d'apprendre une autre langue, j'avais envie de connaître une autre culture. À l'époque, on avait 2 bébés avec mon ex-femme, Charline et Lucille, qui avaient 4 ans et 2 ans. Et je ressentais pour elles l'envie de leur donner l'occasion de porter un autre regard sur le monde. Parce que je m'étais rendu compte que la France, c'était pas le monde. C'était une toute petite partie du monde, privilégiée d'ailleurs, mais ça reflète pas le monde. Et je me suis dit, pour mes enfants, pour moi, j'ai envie de connaître ce monde. Qu'est-ce qu'il y a dans ce monde, quoi? Et c'est là que il fallait choisir un pays. Et j'ai choisi le Pérou. Et donc, direction le Pérou, ça tombait bien. Je parlais pas espagnol. Je sais pas ce que je vais faire comme métier parce que je voulais faire un métier différent. Et puis, au fond de moi, quelque part, il y avait cette notion de renaître. J'avais envie de renaître. Repartir de zéro. Vraiment repartir de zéro. Et donc, destination Pérou en 97. Avec toute la famille, on va là-bas. Et en 95, j'avais fait mon premier voyage au Pérou. Alors, comment t'atterris au Pérou et comment tu choisis le Pérou? Tu fais tourner la map monde et puis à un moment, tu t'arrêtes la map monde sur le doigt et tu tournes ça a commencé comme ça. Comme dans la pub, c'est une pub pour l'auto qui faisait ça. Ah bon? Pour les gagnants de l'auto. Un couple retournait la map monde et puis il s'arrête et puis il dit hop, l'Australie. Puis sa femme qui dit oh non, on y est déjà allé cette année. Il dit bah c'est pas grave, on a gagné quand même. Eh ben écoute, c'était marrant parce que ça a commencé comme ça. C'est vraiment le hasard. Tu sais les lampes que tu mets sur les lampes tu mets sur les tables de chevet là, Ouais. ça tourne. C'est ça. Il y en avait une qui se promenait quelque part et puis je me suis dit tiens, je vais faire ça, je la fais tourner, je mets le doigt, je ferme les yeux et je tombais dans l'océan à chaque fois. J'y pense, ça démarre mal. Et puis un jour c'était en 95, ça, puisque je venais de vendre ma boîte et à l'époque, ma sœur avait rencontré un Péruvien à Montparnasse, un groupe de Péruviens très sympathiques qui jouaient de la musique dans le métro à Montparnasse. Elle a rencontré son futur mari là-bas, Germán. Et un jour, Germán, autour d'une table en famille, je lui partage mon projet, j'avais envie d'aller à l'étranger, mais je savais pas où. Il me dit, mais pourquoi tu vas pas dans mon pays? Ton pays. Ouais. Alors c'est où déjà? Exactement. On y parle espagnol, je crois, et il y a des lamas, il y a des plateaux andins. Je crois que Lima, c'est dans les Andes, tout faux. Évidemment, Lima, c'est pas dans les Andes, c'est sur la côte. Enfin bref, et je voyais dans ses yeux qui brillaient quand il me parlait de son pays. Je voyais l'envie de m'emmener dans son pays. Et je me suis dit, allez, tiens, moi, ça va me faire un voyage. Et puis, quand je parle pas espagnol, je vais l'emmener avec moi. Et puis, il sera heureux de voir sa famille. Et puis, moi, je vais découvrir son pays. Donc, génial. Donc, j'y vais en 95. Voilà. Et donc, premier voyage en 95, là, je découvre des choses incroyables. On en reparlera si vous le voulez. Et puis, du coup, je reviens avec des vidéos, des cassettes vidéo que je montre à Valérie, mon ex-femme, et elle me fait confiance et elle me dit ouais, c'est pas mal, mais je dis bon, quand même, on va peut-être pas s'arrêter au Pérou, on va aller voir autre chose. Donc en 96, on va au Chili, mais le Chili, c'était Santiago, très moderne. Et moi, je voulais pas changer de vie pour retrouver quelque chose de confortable et me retrouver. D'ailleurs, la métaphore que j'utilisais quand je racontais tout ça à mes copains, je leur disais, vous voyez, j'ai le sentiment que
En France, je suis sur un extrapontin, alors que dans ces pays-là, je me sens dans un fauteuil. Je me sens libre, je peux me bouger. En France, je me sentais exigu, exigu, quoi. C'était, je sais pas, quelque chose pour moi me convenait pas ici, alors que là-bas, je sentais une espèce de liberté, une espèce d'improvisation permanente, de l'imprévu. Et ça me convenait. Et je sentais de la vie, donc de la peur, des émotions, tout ça, mais c'est de la vie, quoi. Donc pour revenir, je vais à Santiago, c'était trop moderne, c'est la Suisse pour moi, donc non, Santiago, non. Et du coup, on va à Buenos Aires. Et Buenos Aires, très européen. Bon, non, ça va pas, c'est pas ça non plus. Et puis on avait envie d'aller en Colombie. Mais en Colombie, c'est les FARC. Compliqué avec 2 enfants petits. Après, on va en Bolivie. Oh, bah là, La Paz, très compliqué, il n'y a rien, c'est triste, c'est pas beau, le climat est difficile, c'est quand même la capitale la plus haute du monde. Et puis, du coup, on sait plus, quoi. Et puis le temps passe, les mois passent. Tout te ramène au Pérou. Et puis à un moment, je dis à Valérie, écoute, si on prend pas de décision, on va jamais partir, quoi. Le temps passe, le projet, nos années passent et les enfants grandissent et il faut qu'on y aille, quoi. Donc, allez, on va au Pérou. Au Pérou, c'était compliqué quand même, parce qu'au moment où on se dit ça, il y a la prise d'otage de l'ambassade du Japon, la plus longue de l'histoire, qui dure plus de 3 mois, je crois. Je crois qu'il y a 200 ou 200 personnes prises en otage. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait ? On y va pas c'est chaud, quoi. C'est le Sentier Lumineux, enfin le MRTA, donc un mouvement terroriste maoïste très, très compliqué. Et le pays est instable, une super inflation, les militaires dans les rues, les chars dans les rues. On y va pas. Allez, on y va. On attend que la prise d'ambassade se termine, voir qu'est-ce qui se passe après ça. Et puis on atterrit en 97, donc à Lima. Voilà. Je veux bien que tu nous dises qu'est-ce qui t'avait le plus marqué la première fois quand tu arrives au Pérou, d'autant que le Pérou en 95 et le Pérou en 2024, je pense, non ? Deux mondes différents, 2 planètes différentes. En 95, d'ailleurs, je suis en train de l'écrire, ça correspond au chapitre 2 du bouquin que je suis en train d'écrire, justement. J'explique que quand j'arrive là-bas, déjà les odeurs sont différentes, les bruits sont différents, les gens sont différents. Moi, je suis un géant là-bas. Et tu sors de l'aéroport, les gens viennent te chercher, te crient dessus. Faut que tu tiennes bien ta valise. Tu sors de l'aéroport, à cette époque-là, hein, t'as des poubelles partout qui flambent autour. Ça sent pas bon entre la farine de poisson, entre les ordures, le trafic qui est pas, je sais pas si on peut appeler ça un trafic, c'est un trafic dans tous les sens du terme à ce moment-là, oui, si on veut, tu sais pas ce qui va t'arriver, tu sais pas si t'arrives au bout de ton chemin tellement les gens conduisent bizarrement, il y a pas de signalisation, il y a rien, c'est la folie, quoi. C'est la folie, mais quelque chose là-dedans me plaît. Quelque chose me plaît. Puis après, on sent l'insécurité, mais je sais pas, l'insécurité, je la ressens comme quelque chose comme un défi, quelque chose à vivre, ne pas avoir peur en tout cas. Ou comment transformer cette peur en quelque chose que tu maîtrises, que tu domines. Donc le Pérou de l'époque, c'est ça, hein, donc c'est assez hostile. Et Lima d'ailleurs est hostile, parce que suite au terrorisme, tous les paysans viennent à la ville pour se protéger. Et puis après, durant ce voyage, on va avec Herman, on va donc dans la campagne. Là aussi c'est hostile, mais bon, il y a les grands espaces, et c'est magnifique. C'est magnifique. Et là, je découvre à quel point, dans la pauvreté, les gens ont le sourire. Alors qu'en France, on a tout, et excuse-moi l'expression, mais on fait la gueule, quoi. Et là, je me suis dit, quand même, c'est incroyable ce truc. Donc, qu'est-ce qui m'attire le plus ? Est-ce que c'est d'avoir tout et de pas se sentir bien ? Ou de rien avoir et puis d'avoir la banane ? Donc c'est quand même incroyable, mais comment ils font pour avoir la banane en ayant si peu, quoi. Et ça m'intriguait. Et je me suis vraiment plu au Pérou après, quand on a décidé d'y aller, d'y atterrir.
C'est magnifique et effectivement, le Pérou a beaucoup changé. Il s'est modernisé. La pauvreté, l'extrême pauvreté est de passer de plus de 50% en 97 à aujourd'hui, ça doit être 20 ou 30%. Après le Covid, ça a augmenté énormément aussi. Ces pays sont vulnérables dans les cas de crise. Mais voilà, donc le Pérou, a beaucoup changé, ouais. Ouais. Et j'entends aussi de la créativité, j'ai l'impression. Quand tu parles, tu vois, ça bouillonne, c'est un peu anarchique et à la fois, je crois qu'il y a de ça aussi, cette inventivité, créativité foisonnante parce que rien n'est prévisible ou rien n'est tracé d'avance, ouais. J'ai l'impression que tu y es déjà allé quand tu me poses la question. Alors, j'ai jamais été au Pérou. Ouais, Non. et ben tu utilises des mots qui sont très justes. La créativité, elle est extrême là-bas. Les gens avec rien, ils font tout. Tu parles d'imprévu. Tout ce que tu ne prévois pas, tu le trouves au Pérou. C'est complètement fou. Si tu veux vivre une autre vie, moi j'invite nos auditeurs à vraiment à faire un tour là-bas. D'ailleurs, les gens qui voyagent beaucoup retiennent 2 destinations en général, l'Asie et le Pérou. Les gens font beaucoup avec rien. C'est ça qui est impressionnant. Ah, l'innovation, on est dans la contrainte. Oui, complètement, ouais. Oui, bien sûr, on fait appel à nos ressources. Et moi, je crois que pour revenir à comment j'ai grandi, moi, j'ai besoin de sentir les choses. Ma vie a été besoin de sentir les choses. Les apprendre, pourquoi? Il faut que je mette du sens à tout ça. Comme mon premier travail, j'y voyais pas de sens parce qu'on m'en donnait pas dans l'entreprise dans laquelle j'ai été viré au bout de 15 jours. Le travail était 8h, 18h, et pour moi la vie commençait à 18h, quoi. Donc c'était pas chouette, vraiment, c'était dur. Pourquoi le travail devait être dur? Alors mon père m'avait déjà mis ça dans la tête, c'était pas facile. Il fallait en chier pour réussir, et je trouvais ça difficile quand même de prendre le travail comme quelque chose de contraignant. Et du coup, j'ai pas eu d'autre choix que très rapidement de créer ma propre entreprise, parce que le travail tel qu'il était était dans la souffrance, et moi je voulais pas souffrir. J'avais assez souffert avec les instits, c'est bon, quoi. Et ce choix pour la vie, est-ce que tu l'ancres aussi par rapport à ce que tu as vécu à 7 ans? Parce que tu vois, est-ce qu'il y a quelque chose de entre guillemets, j'ai connu la mort, tu vois, dans une certaine dimension, et donc finalement, là, tout mon être refuse ce qui, de près ou de loin, s'en rapproche. Peut-être inconsciemment. En tout cas, ce qui se rapproche le plus de mon inconscient aujourd'hui, l'inconscient qui remonte le plus à la surface du conscient, je crois, aujourd'hui, c'est que mon expérience a été tellement belle de cette mort imminente, vraiment très belle. C'est quelque chose d'assez impressionnant. Chaque fois que j'en parle, d'ailleurs, j'ai les poils qui se, parce que je revis ces émotions. C'est assez étonnant, ce bien-être qu'on peut. Je dis qu'on parce que les gens qui sont passés par là disent la même chose. C'est-à-dire qu'on ressent quelque chose de vraiment très bon. Et est-ce que inconsciemment ou consciemment, j'en sais rien, est-ce que derrière la peur, finalement, il y a pas de peur? Parce qu'on se fait une idée de la mort qui, dans notre culture judéo-chrétienne, qui est ce qu'elle est, mais finalement c'est peut-être autrement, on n'en sait rien, c'est peut-être différent. En tout cas, moi, ce que j'ai pu goûter, c'était pas du tout ça, quoi. Alors, est-ce qu'inconsciemment, derrière ça, le fait, parce qu'on me dit que j'ai pas peur, alors si, j'ai peur, parce que heureusement qu'on a peur, sinon je traverserais l'autoroute les yeux bandés. Non, on a peur, mais je pense que qu'est-ce qu'on fait de cette peur? Est-ce qu'elle doit nous paralyser, ou est-ce qu'elle doit nous monopoliser pour atteindre quelque chose? Qu'est-ce qu'on fait de cette peur, en fait? Moi, la peur m'attire. Et d'ailleurs,
Là où je connais pas, là où il y a de l'inconnu, j'ai envie de découvrir, j'ai envie d'y aller. Et oui, je ressens de la peur, mais comment on la contourne? Comment elle va me doper cette comment Te je vais passer galvaniser quelque voilà, part. voilà, qu'est-ce que je vais en faire de cette peur? Et je crois qu'au Pérou, ça m'a été très utile. Je suis au Pérou l'étranger numéro 3381 de mon carnet d'étranger. Donc il y a pas tant de Français que ça qui sont allés au Pérou et il y en a très peu qui restent. Et je sais que quand je disais à mes compatriotes: «Moi, ça fait 23 ans que je suis resté au Pérou», ils me regardent comme un dinosaure: «Mais comment t'as fait? Comment c'est possible?» Ouais, comment c'est possible? Mais c'est possible. C'est possible. D'ailleurs, suite à des événements très difficiles dont on reparlera peut-être, hein, où il y a eu une tentative d'enlèvement des enfants qui a été très difficile, on est capable de s'habituer à beaucoup de choses, même les choses difficiles, ouais. Quand tu t'installes, tu vas pour faire quoi? Alors, quand je vends mes boîtes en France, je me dis: «Mais qu'est-ce que je vais faire à l'étranger?» D'ailleurs, je sais pas dans quel pays et je sais pas quoi faire. Et quand j'arrive au Pérou, j'avais une petite idée déjà parce que là aussi une histoire intéressante, et ça rejoint à cette histoire de peur finalement. Pendant que j'étudiais, en France, quel projet j'allais développer dans un pays à l'étranger, notamment au Pérou, j'avais en tête, le monde de la franchise. Parce qu'en France, c'est ce que j'avais connu. À travers les radios, j'étais moi-même franchisé et quand je vendais de l'espace publicitaire aux commerçants, parmi les clients les plus importants, c'était des franchises et parmi ces franchises qui fonctionnaient bien, j'avais repéré en fait qu'au Pérou, il y avait pas d'hypermarché. En 95 ou en tout cas les premiers allaient pointer leur nez. Donc des galeries marchandes, des centres commerciaux et il y avait peut-être, je crois qu'il y en avait 1 ou 2 à Lima, 2 grands centres commerciaux. Non, c'était même pas les centres commerciaux, c'était des hypermarchés qui voulaient ressembler à Carrefour, des choses comme ça. Mais les galeries marchandes étaient vides. Donc c'était du ciment, voilà, et plein de caisses, des trentaines de caisses, mais les galeries marchandes vides, ternes, rien. Je dis: «Mince, qu'est-ce qu'ils vont faire de ça, quoi?» Et en fait, ils avaient pas ou très peu de concessionnaires. Il y avait une banque, mais c'est tout. Et moi, je dis: «Mais je mettrais bien un commerce», parce que je sais qu'en France, les commerces, ça marche dans les galeries marchandes. Parce qu'il y a un flux de clientèle, et le chaland vient, pour faire ses courses et en même temps, il vient pour autre chose de plutôt, spécialisé. Alors qu'est-ce qu'il y a? Et là, je me suis dit: je vais appeler, le patron de l'époque s'appelait Stéphane Richard. C'était le patron de chez Carrefour. Le patron de Carrefour, Stéphane Richard, j'avais lu, dans Capital, qui s'installait au Brésil, en Argentine, tout ça. Et je me suis dit: «Ça serait bien que je le contacte quand même pour savoir, comment ça se passe pour lui en Amérique latine». Et puis, je crois que j'étais inconscient. Je me suis dit: «Je vais appeler, le patron de Carrefour». Je vais appeler Stéphane Richard. Voilà, que je connais ni Nadan ni Dev. Et j'appelle au siège de Carrefour en France et on me dit: «Ah non, monsieur Richard n'est pas là, il est au Brésil». Ah d'accord, est-ce que vous pouvez me passer son numéro de téléphone au Brésil pour que je l'appelle? J'appelle au Brésil, je tombe sur une, secrétaire qui parlait aussi le français, parlait le brésilien et le français, donc chance pour moi. Je lui demande si je peux parler à Stéphane Richard, elle me dit: «Ne quittez pas, je vous le passe». Comme quoi le bonheur est au-delà de la peur. Parce qu'il y a un paquet de gens qui se seraient arrêtés en disant: «OK, moi je vais pas appeler la secrétaire, le barrage et cetera». Mais en fait non, tout se passe bien. Écoute, est-ce que c'est parce que je parlais français et elle s'est dit: «C'est peut-être quelqu'un du staff en France»? J'en sais rien. En tout cas, Stéphane Tout se Richard, passe. je lui dis: «Écoutez, voilà, je vous appelle parce que je compte monter une franchise dans les hypermarchés, au Pérou et j'aimerais avoir votre expérience, savoir quels sont les commerces qui marchent dans vos galeries marchandes au Brésil, en Argentine. Est-ce que vous pouvez me dire?» Et là, il me dit: écoutez, il y a, Yves Rocher, il y a Jean-Louis David, il y a Cinq à Sec, voilà. Je dis: «Ah bon, d'accord, OK, très bien». La discussion est courte mais cordiale, sympa. J'avais eu ce que je voulais, donc je repars avec ça et puis je me dis: «Bon, maintenant, qu'est-ce que je fais?» Donc en France, je téléphone à Yves Rocher, je téléphone à les boulangeries Paul qui pointaient leur nez à l'époque, hein. Elles avaient des projets, c'était pas encore fait, mais elles avaient des projets. Donc les propriétaires, c'est La Durée, la maison de La Durée, la maison de thé. Donc je rencontre, voilà, les patrons, je rencontre Cinq à Sec, hein. Et comme moi, j'avais aucune connaissance dans aucun de ces métiers, je me suis dit: «Quel est le moins cher? Combien je peux perdre?»
parce que je me suis dit, j'y vais, mais il faut que je prévoie combien je peux perdre, parce que c'est une aventure vraiment très hasardeuse et combien je suis prêt à perdre. Et l'investissement le plus raisonnable et qui correspondait à mes peu de compétences professionnelles, c'était laver du linge. Donc les pressings. Et je me suis dit, allez, je vais commencer avec 5 à sec. Et puis finalement, 5 à sec, je fais un salon de la franchise à Lima pour représenter 5 à sec, hein, mais je parlais pas un mot d'espagnol. Donc comment j'allais convaincre d'acheter la franchise 5 à sec, moi en tant que master franchise, en tant que master franchiseur, à des gens qui venaient me voir au salon. Donc je savais juste dire buenos días, como está, et voilà quoi. Et puis en fait, il s'est passé un truc encore incroyable là, c'est que pendant ce salon de la franchise, je tombe sur des Péruviens intéressés par des franchises, et donc ils tombent chez moi et ils se rendent compte que je parle pas un mot d'espagnol. Ils se demandent ce que je fais là, mais probablement que j'étais assez sympa avec eux. Et parmi eux, il y en a qui avaient appris le français et qui disent mais vous voulez dire quoi? Ben je veux dire ça, ça, ça. Et pour vous faire l'histoire courte, le salon a terminé. C'était ces gens-là qui venaient pour acheter une franchise, qui finalement vendait ma franchise 5 à sec aux autres exposants. C'est-à-dire que moi, comme je parlais pas espagnol, c'est eux qui parlent espagnol et qui, il y en a 2 ou 3 qui par gentillesse, hein, et c'est ça, c'est un truc incroyable, hein, le cœur d'abord, les émotions d'abord, et ça aussi j'aimerais bien qu'on en reparle un petit peu plus tard. J'ai découvert des gens qui vivent le moment. Et qu'est-ce qu'ils voient au moment? Ils voient un étranger qui a de la peine à parler leur langue et qui vient vendre une franchise à 180 000 $, et c'est eux finalement qui viennent m'aider et qui vendent ma franchise aux autres investisseurs. Comment tu peux imaginer ça, quoi? Donc voilà, un truc fou encore. Donc je sais plus quelle était la question parce que je me suis embarqué là-dessus. Non, c'est Romain qui te demandait quel est le projet en arrivant. Tu arrives au Pérou pour faire quoi? Et bah du coup... Ouais, t'observes qu'il y a plein d'espaces vides en fait dans ces centres commerciaux. Tu vas pour installer une franchise et là tu te rapproches de 5 à 7. Voilà, donc moi mon idée c'est d'être master franchiseur, donc pour vendre des franchises. On me dit attention, être franchisé au Pérou, il y a pas de cadre juridique pour les franchisés. Mais moi je trouvais ça génial parce que sur le même salon, si on à croire les gens, on avait déjà une trentaine de franchisés en un seul salon, quoi. Les gens, ils allaient signer. On a eu des rendez-vous avec eux, avec Nicolas, un copain français qui est venu me rejoindre au Pérou pour le projet dès le départ, parce que lui parlait portugais. Moi, je parlais rien, mais le portugais, c'était un petit peu d'espagnol quand même, donc avec ça, on allait se débrouiller. Mais ça allait, c'est bon, on avait 30 franchisés. Sauf que ce que j'ai découvert encore là-bas, c'est qu'au Pérou, quand quelqu'un te dit « Mais oui, bien sûr, j'y vais, j'investis », ça veut pas dire ça du tout. Et donc, on n'a rien eu. Le bec dans l'eau, rien. Donc, première déconvenue importante. Et on a appris qu'un oui, c'était pas un oui. Et que les gens savent pas dire non. Très difficile de dire non. Parce qu'il y a le fameux quedar bien. Quedar bien, c'est donner bonne impression. Donc, c'est plus important pour les gens de donner bonne impression que de dire vraiment ce qu'ils pensent. Et ça, c'est extrêmement compliqué dans les affaires. Avec les collaborateurs, comment tu fais quand tu demandes s'ils ont compris? Ils te disent « Mais si, seigneur ». Et en fait, ils n'ont absolument rien compris, mais parce qu'ils veulent pas te décevoir. Comment tu vas monter une entreprise dont tu connais pas comment ça fonctionne, donc tu connais pas la culture, donc les gens te disent oui à tout bout de champ et c'est pas ça. Donc que des surprises, mais en même temps, c'est l'aventure, hein. C'était génial, mais très compliqué. D'ailleurs, le premier recrutement, faut que je vous en parle, c'est quand même extraordinaire. Avec Nicolas, il faisait très très chaud, il y avait une canicule incroyable. Et donc, on recevait les gens dans le petit appartement qu'on avait loué. C'était le premier recrutement. Et on s'est fait une checklist avec les qualités requises. Et parmi cette qualité-là, on s'est dit, comme on va ouvrir dans les centres commerciaux, il faut vraiment être à l'heure. Il faut que les gens soient ponctuels. Donc, on va prendre les gens, on va recruter les gens, on va inviter les gens autour de nous. On va faire des entretiens avec ceux qui arrivent à l'heure, puisqu'il paraît qu'ils sont pas ponctuels. Et c'est vrai qu'on avait remarqué ça déjà. Donc, premier critère. Et bien, au moment où je vous parle, si j'avais respecté ce critère-là, on serait resté tout seul. Oui. Personne n'est arrivé à l'heure. Même avec le quedar muy bien, quoi. Ça ne marche pas. Ah ben non, non, parce que la ponctualité, c'est encore au-dessus. Tu vois, donc voilà, des choses incroyables comme ça. Donc on a appris. Et quand on arrive à l'heure, on perd notre temps là-bas.
puisqu'on attend tout le monde. Donc tu apprends à arriver en retard. C'est dur, ça. Hein. C'est très, très dur. Pour Mais un petit Français. on apprend à... Alors, tu vois, quand tu dis on apprend à arriver en retard, tu le dis d'un point de vue français. Mais oui, Ça bien s'appelle sûr. du retard. Ouais. Là-bas, tu apprends à arriver au moment où les gens seront prêts. Là, c'est arriver à la bonne heure. Voilà. Mais ça peut être... la bonne heure, c'est très compliqué, hein, parce que ça peut être 1 heure après, ça peut être le lendemain, ça peut être jamais, alors que tu as un engagement. Ouais. Et donc, comment concrètement ça s'est passé après? Ça veut dire que pour tes laveries, elles ouvraient pas? Ou finalement, quand même, quand tu es dans une routine business... Bah, là, pour l'instant, on est à 0 laverie, hein, parce qu'on est passé de 30 points de contact à 0. Oui, pardon, Voilà, j'ai on est sauté sur des une étape. pressings, hein, sur des pressings, Sur hein, des pressings. nettoyage à sec. Pardon. Ouais. Et comment tu repars? Parce que là, donc là, Lucie, elle a fait un bah job là, en avant, mais Là, moi, mon business plan, c'était de créer d'avoir un magasin à moi et après de vivre de réseau de franchisés. Bah, du coup, le modèle économique tombe à l'eau. Bah non, on va pas pouvoir. On va pas pouvoir vivre de franchisés, c'est pas possible. Au mieux, on en a fait 2, et ça s'est très très mal passé. Donc du coup, on a monté un magasin qui marchait du feu de Dieu. Un deuxième, d'ailleurs, c'était le magasin qui vendait le plus au monde, mais c'était pas 5 à sec du coup, hein, parce qu'entre-temps, avec 5 à sec, il y a une clause contractuelle qui me convenait pas, et du coup, je me suis retourné vers le numéro 2 mondial. 5 à sec était le numéro 1, et le numéro 2 mondial était Presto, une chaîne espagnole. Des gens très bien, vraiment super. Et donc, j'ai commencé avec Presto. Et donc, un magasin, 2, 3, 4, 5. Entre-temps, on arrive à avoir nos 2 franchisés avec beaucoup de mal. Et puis là, c'est une autre histoire. Ça se passe très mal. Ça se passe très, très mal. Et il y a peut-être un lien avec la tentative d'enlèvement de mes enfants quelques années plus tard. Voilà, donc très compliqué, puisque un des 2 franchisés me dit nous, on aimerait bien que tu nous vendes ta master. Pardon, parce que je suis le master franchisé, tu es le franchisé. J'ai un contrat, moi, avec la franchisée internationale. Je comprends pas. Il dit nous, on veut gérer la master. Mais c'est, pardon, mais c'est mon entreprise. Oui, mais nous, c'est ce qu'on envisage. Donc, et puis donc ça s'est pas bien passé parce qu'il voulait vraiment récupérer ma master franchise alors qu'il était franchisé. Effectivement, son magasin marchait super bien. Et donc j'ai été menacé par lui directement. Hein, et ça s'est mal passé, quoi. Après des menaces de mort, tentative d'enlèvement de mes enfants. Je fais le lien avec cette histoire-là parce que c'est le seul lien crédible que j'ai aujourd'hui. Et donc oui, mes 2 filles ont subi une tentative d'enlèvement qui a échoué de peu. Et du coup, je pense que c'était pour nous faire peur. Et du coup, bah oui, effectivement, on a eu peur. Donc mon ex-femme et les enfants à l'abri, donc en France. Et moi, je faisais les allers-retours entre la France et le Pérou, 10 000 km. À l'époque, j'avais à peu près 130 collaborateurs. Il y avait 13 magasins. 13 magasins en propre et 2 franchisés, dont celui-là. Et elles avaient quel âge, tes filles? Elles avaient, en 2003, 93, 10 ans et 8 ans. Charline avait 10 ans, Lucille avait 8 ans. Et là, oui, ça a laissé des traces, ouais. Compliqué. Donc, retour en France. Et c'est là que moi, j'ai géré la boîte à 10 000 km. Effectivement, ça s'est pas bien passé, quoi. Puis j'ai découvert aussi que le pouvoir et l'argent font pas bon ménage au Pérou. Enfin, c'est humain, mais au Pérou, c'est pas triste, hein. Donc là, oui, effectivement, beaucoup de difficultés. Il n'y a plus d'argent dans les caisses, depuis les comptables jusqu'aux réceptionnistes des comptoirs de magasins. L'argent part. Il y a beaucoup d'espèces, de paiements en espèces là-bas. Voilà, donc
situation dure 3 ans où je reste, je fais France-Pérou pendant 3 ans, très fatigant. Je reviens 1 mois tous les trimestres. Et la boîte est dilapidée, quoi. Vraiment, elle est presque en situation de dépôt de bilan. Et c'est là qu'au bout de 3 ans, finalement, je décide de revenir. J'avais des associés français minoritaires qui me disaient, Olivier, lâche l'affaire. Reviens en France, c'est plié. Ne t'entête pas. Retourne pas au Pérou. C'est dangereux en plus. Et je sais pas pourquoi, mais non. Non, je suis pas d'accord et je retourne au Pérou. Et là, je décide de remonter ce qui était possible de remonter. Et on accumule des dettes colossales. Et là, je me dis, bon, seul, je vais pas arriver à remonter la boîte. Et je commence à changer. Je commence à être transparent. J'apprends la transparence. C'est-à-dire que si je veux qu'on s'en sorte, j'ai intérêt à ouvrir les livres comptables auprès des employés pour qu'ils se rendent compte que la situation, c'est ça. Et donc, qu'ils prennent conscience en toute transparence que soit on ferme, soit ensemble on y va. Et je me rends compte que dans la difficulté, et ça c'est propre aux Péruviens aussi, ils sont très résilients, une résilience incroyable. C'est probablement la dureté de la vie qui fait ça. Et dans la difficulté, alors tout le monde se retrousse les manches. Et ils y vont, et ils y vont, et ils y vont. Et on récupère la boîte petit à petit, et on la remonte. Et les dettes s'effacent petit à petit. Et là, c'est magique. C'est incroyable. Et là, je me dis, mais c'était perdu, quoi. Alors que c'était les mêmes qui pilotaient la boîte auparavant, Plus et ou qui moins, l'emmenaient plutôt dans le mur. Oui, plus ou moins. Certains d'entre eux qui étaient des piliers, comme on dit là-bas, hein, comme on dit en France, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. C'est ce qui s'était passé là-bas, et le chat était revenu, donc les souris dansaient moins. Et puis elles tenaient leur boulot, puis elles voyaient bien que derrière, j'avais une intention qui était propre, quoi. Je veux dire, c'est avec eux que j'allais remonter la boîte. Moi, tout seul, c'était foutu. Donc, comment ensemble on allait faire quelque chose? Et j'ai commencé à la transparence, qui est un bien très rare au Pérou. Au Pérou, vous avez les puissants qui dominent, ceux qui décident en haut et ceux qui exécutent en bas. Et ceux qui exécutent en bas exécutent dans de mauvaises conditions de travail généralement. Et moi qui venais d'une culture une culture ouvrière, j'avais envie de prendre soin de mes employés. Et ça, ils le ressentaient. Pas forcément dans mes mots, mais dans mes attitudes. Par exemple, là-bas, c'était 48 heures par semaine. Pour moi, c'était impossible qu'ils fassent 48 heures par semaine. Donc, déjà, qu'ils passaient à 42, pour moi, c'était beaucoup. Et pour eux, c'était waouh. Donc, on a monté le business économique sur ces données-là. Moi, je partais sur des choses qui, pour eux, étaient confort. Et donc, on a remonté la boîte petit à petit, comme ça. Et puis, symboliquement, tu reviens, après ce qu'il est arrivé à tes filles, pour eux, tu fais quand même le choix d'être présent, de revenir au Pérou. Tu vois, il y a quelque chose de très fort. C'est malgré ça, il n'est pas parti, il est encore avec nous. Oui, c'est vrai. À nos côtés. Oui, probablement. Donc, quelque part, tu choisis. Il y a un engagement qui était assez fort. Oui, surtout que leur langage, leur regard sur l'entreprise était différent de celui d'avant. Avant, ils pouvaient dire « Ah, c'est le patron, il s'en met plein les poches. » Or là, le patron était avec eux et il avait les poches, il avait des dettes énormes. Donc, effectivement, oui, tu as complètement raison, hein, c'est vrai. C'est vrai. Donc ça, c'était le premier tremblement de terre, j'ai envie de dire. Quand la tentative d'enlèvement, ça a tout remis en question, quoi. Donc, toutes ces années, depuis 97, on monte le premier magasin jusqu'en 2003, où c'est florissant, c'est vraiment génial. Et là, tout se casse la gueule. 2007, je retourne au Pérou, on remonte tout ça. Et puis, comme je te l'avais dit au téléphone, Romain, en 2014, coup de Trafalgar encore, quoi. C'est ma sœur qui m'appelle de Paris, qui me dit « Olivier, on a besoin de toi en France, papa est malade. » Ah, alors je sais pas si vous voulez qu'on en parle maintenant, plus tard, mais ouais. Donc Fabienne, ma sœur, m'appelle, elle me dit « Écoute, Olivier, avec maman, on a besoin de toi parce que papa est malade. » Ils lui ont détecté quelque chose de pas très sympa au cerveau, un cancer au cerveau. Et donc on a besoin de toi. Et je dis à Fabienne « Écoute, ouais, dans une semaine, je suis là. Je prends un vol. » Et là, elle me dit « Attends.
attends, prends ton vol aller, mais prends pas ton retour. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. On ne sait pas combien de temps ça va durer, c'est l'incertitude. Et là, je dis, ah, bon, on raccroche. Évidemment, je prends un vol aller, mais pourquoi je prends pas mon vol retour? C'est dramatique parce que c'est grave, mais c'est aussi dramatique parce que ça m'est déjà arrivé. C'est-à-dire qu'en 2003, quand je pars, je laisse ma boîte et c'est la cata derrière. Donc là, on est en 2014, je vais encore laisser ma boîte, je ne sais pas quand est-ce que je reviens. Ça veut dire qu'il va se reproduire la même chose qu'en 2003? Autant d'années, autant de sacrifices pour ça? Et là, je suis, mais alors vidé, je suis mal. Mon corps le ressent, quoi. Je veux dire, c'est terrible. C'était un vendredi matin ou je sais plus. Enfin bref, c'était un vendredi. Et là, je me dis mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Encore une fois, je vais tout perdre, quoi. Et je ne sais pas ce que je vais faire. Et je demande à le vendredi après-midi, on avait des réunions avec mes cadres, hein, les cadres de l'époque. Il y avait Hugo, Omar, Alicia, David, et puis, je sais plus qui. Le deuxième Omar, voilà. Et là, la réunion commence en début d'après-midi et je leur dis je vais devoir repartir en France la semaine prochaine. J'ai un vol pour le samedi de la semaine prochaine, mais je ne sais pas quand est-ce que je reviens. Et j'aimerais savoir comment vous comptez vous organiser, puisque moi, très sincèrement, je ne savais pas comment faire. C'est-à-dire, 1, je ne sais pas combien de temps je vais partir. 2, donner le pouvoir à un d'entre eux, alors qu'en 2003, j'avais fait la même chose et ça avait tourné en vrille. Comment je fais, quoi? Surtout que mes cadres, c'était des gens qui sortaient des bidonvilles, quoi. C'est-à-dire des gens qui, quand on travaille dans un pressing au Pérou, on est repasseur, on est détacheur, on est réceptionniste. On n'a pas étudié pour ça. Et moi, les gens qui ont grandi dans l'entreprise sont des gens qui connaissent le métier. Et donc, par leur expérience, ils sont devenus cadres. En tout cas, responsables, voilà. Et donc, aucun a une connaissance de la gestion d'entreprise. Et puis, il y a bien le comptable, mais les comptables, c'est comme les avocats là-bas. Lorsqu'ils sont seuls, ils ont le pouvoir et tout est possible, quoi. Donc non, pas impossible. Et donc là, je leur demande comment faire, et personne ne me répond. Silence radio. Je dis bon, ma question est peut-être pas bien posée, alors je vais en poser une autre. Je vais dire, et je leur demande, et si à moi il m'arrivait quelque chose? Pas à mon père, hein, mais à moi il m'arrive quelque chose, comment vous vous organisez? Et là, la même réponse, un grand silence. Et là, je suis dépourvu, je sais pas comment faire. Complètement dépourvu. Et là, je sais pas pourquoi, comment, mais je pose une autre question. Non, je pose plus de questions, c'est terminé. Je leur dis, écoutez, là, il y a le tableau, le grand tableau. Il y a un grand tableau, il faisait 2,40 m par 1 mètre de hauteur, je crois. Et avec les feutres là qui s'effacent. Je leur dis, écoutez, là, il y a le grand tableau, il y a les feutres, puisque vous pouvez pas me parler. Peut-être que vous allez écrire quelque chose ou dessiner quelque chose. Je vais partir de cette salle de réunion, cette salle de formation en fait, et je m'absente 5 minutes. Et j'espère que pendant ces 5 minutes, vous aurez fait quelque chose sur ce tableau. Et là, je pars. Alors, je pars pas loin, hein, je pars juste à côté parce qu'elle a la trouille au ventre. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Peut-être que je suis en train de leur donner le bâton pour me faire battre, quoi. Ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont faire, quoi? Et là, je reviens 5 minutes après. Et qu'est-ce que je vois sur le grand tableau? Ils ont dessiné une pyramide, la pyramide hiérarchique, où il y a 3 étages. Il y a le dirigeant là-haut, il y a eux au milieu, le middle management, et en bas, il y a tous les employés. Et des 5, j'en vois 4 qui sont situés en middle management. Donc, il y avait ressources humaines, opérations, communication, marketing et administration, voilà. Et puis entre eux, entre les 5, ils avaient nommé le 5e. Ils l'avaient nommé, ils l'ont mis tout en haut de la pyramide. Alors,
Qu'est-ce que je fais de ça? Ils ont mis Hugo tout en haut de la pyramide. Quelle lecture de ça? Je leur avais dit que si à moi il m'arrivait quelque chose, donc évidemment, fallait pas que je sois surpris qu'ils mettent quelqu'un d'autre. Mais en même temps, moi j'existe toujours, je suis face à eux, je suis là, c'est ma boîte. Ça fait tellement d'années que je rame, et que ça se passe bien, mais je rame quand même. Je suis où? Je suis pas en haut de la pyramide. Je suis nulle part sur le tableau, pourtant il est grand le tableau. Hein. Je ne vois ni mon nom, ni mon prénom, ni mes initiales. Je suis même pas conseiller ou assessor, comme on dit là-bas. Je suis même pas conseiller, je suis même pas directeur. Je disparais. T'es en France, là. Pardon? Ils t'ont rebalancé en France. Je sais pas. Même Je pas. leur ai pas demandé. J'avais pas la force de leur demander. En tout cas, je n'apparais nulle part. Et là, évidemment, je revois 2003, quoi. Où ils m'ont tout piqué, quoi. Et j'ai qu'est-ce que je fais de ça, quoi? Et là, je sais pas quelle tête ils ont vu sur moi. Je sais pas à quoi je ressemblais à ce moment-là. Mais je veux sauver la face. Et comme je sais pas quoi dire, je leur dis ok, très bien, bon, ok, on en reparle vendredi prochain, puisque j'aurai mon vol le samedi la semaine prochaine. On en reparle vendredi et voilà, on verra. On passe au sujet suivant. Allez, next. Et là, on passe au sujet suivant. Et puis le soir, après la réunion, je rentre chez moi. Et je suis un peu dépité. Je dis, mais qu'est-ce que je fais de cette situation? Je dois partir dans une semaine. Ils ont mis Hugo à la tête de l'entreprise. Et moi, je suis où dans l'histoire, quoi? Je vais encore tout perdre. Et là, je vais sur Google et je cherche des mots-clés, parce que j'étais seul, hein, vraiment isolé. Hein. Là, t'es seul au monde, toi, vraiment. Et je cherche des mots-clés, leadership, confiance, distance, responsabilité. Je sais pas quoi chercher. Et je tombe sur un documentaire sur Arte qui s'appelle Le bonheur au travail. Je regarde les premières secondes de ça. Et puis, je vois dans la Somme une entreprise dans l'industrie. Elle s'appelle Favi. Une entreprise de 700 personnes, leader européen dans la fabrication de fourchettes d'embrayage de voitures, un truc pas du tout sexy, comme le dit Jean-François Zobrist, son dirigeant de l'époque. Et il n'y a pas de chef. Bon, c'est quoi cette histoire? Il n'y a pas de chef. Puis après, je vois le ministère des Transports et de la Santé en Belgique, qu'accompagne Laurence Vanet, une coach, et il bosse en télétravail en 2014. Mais c'est quoi cette histoire? Comment c'est possible? Donc je vibre, je trouve ça génial. Et puis quelque part, je me donne quelques claques en me disant allez, réveille-toi, Olivier. Là, c'est en Europe, c'est en France. Toi, t'es au Pérou. C'est pas la même chose. Et je dis ouais, bon, allez. Bref, j'ai eu ce rayon de soleil qui m'illuminait, un petit rayon d'espoir. Et puis je me suis dit non, c'est au Pérou. Donc ça, c'est pas la peine. Donc voilà. Et donc, la seule chose que je fais avant le vendredi de la semaine d'après, on a notre deuxième réunion finalement. Et là, je leur demande timidement, on aborde d'autres sujets. Puis parmi les sujets que j'avais sur la table, il y avait celui-là quand même. Je leur demande au fait, alors du bout des lèvres, hein, parce que je ne savais pas trop comment aborder le sujet, mais le lendemain, j'avais mon vol quand même pour la France. Et je leur demande au fait, vous en êtes d'où de votre réflexion par rapport à ce qu'on a parlé la semaine dernière, quoi. Vous savez, vous avez mis Hugo en haut de la pyramide, là. Et là, les 5, en même temps, pratiquement d'une seule voix. Si, señor, estamos listos. Oui, monsieur, on est prêt. Quoi? Attends, ils sont prêts? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ils sont prêts à quoi? Et là, la seule chose que je fais, c'est... j'avais le dos au mur, quoi. Le lendemain, je partais. Et je leur dis, écoutez, j'y ai pensé. Tu penses? Je n'ai pensé à rien du tout. Je ne sais pas quoi faire. Vous allez faire comme si Hugo était le directeur général de la boîte, ok? Mais il l'est pas, hein? C'est moi, hein? C'est moi le patron, ok? Ça change pas. Faites comme si Hugo est le directeur général. Je vais laisser quelques pouvoirs pour que vous puissiez vous en sortir, parce que je sais pas quand est-ce que je reviens. Et voilà. Si, Seigneur, si. Bon, je sais pas ce que vous voulez dire. Vous savez qu'un si, ça veut pas dire si. Hein, donc bon, je repars avec ça en tout cas. Et le samedi, je repars. Je repars pour la France.
On est en octobre 2014. Et puis là, évidemment, la situation est difficile avec ma famille. Et je m'occupe de mon père, de ma mère, de ma sœur. Et les jours passent, les semaines passent. Et j'ai pas de nouvelles de mes collaborateurs au Pérou. Et moi, j'en prends pas parce que je veux me concentrer à ma famille. Et je me vois pas ouvrir mon PC, me plonger, avoir des mails, tout, du pro. Non, j'y suis pas. Puis je me dis, de toute façon, 15 jours, c'est rien. Quand je faisais des treks en Amazonie, il n'y a pas de signal radio et tout se passait bien quand je revenais, donc pas de souci. On va attendre un peu. Sauf qu'il se passe un mois et j'ai pas de nouvelles. Rien. Alors j'ai bien les drives qui sont partagés, où je vois les fichiers, les recettes qui rentrent, j'ai accès au compte bancaire, mais je savais très bien que l'accès au compte bancaire ne signifiait pas forcément la réalité des choses. Donc je suis inquiet quand même parce que je me dis bon, ça serait bien quand même qu'ils me donnent des nouvelles. Et puis moi je me suis dit, non, tu peux les appeler, toi, mets ton ego de côté puis appelle quoi. Puis je me dis oui mais attends, là je me sentais réavoir des réflexes de 2003 où ça n'avait pas fonctionné. En 2003, qu'est-ce que je faisais? J'appelais presque tous les jours pour savoir comment ça allait, où ils en étaient. J'ai essayé de suivre des indicateurs, donner des conseils. Et là, au moment où je me dis, bon, appelle-les, me revient ça en place. Mais cette recette-là n'avait pas marché. Donc, si je les appelle à distance, ça va pas marcher, puisque ça n'avait pas marché. Mais si je les laisse me rappeler, ils me rappellent pas. Donc, qu'est-ce que je fais de ça? Et je me dis non, quand même, il y a 130 collaborateurs, on a des milliers de clients chaque jour, on a des fournisseurs, c'est évident qu'ils vont avoir des problèmes. C'est la vie de l'entreprise d'avoir des problèmes. Donc, ils vont avoir des problèmes et ils vont m'appeler. On arrive au mois de novembre et j'ai toujours pas d'appel. Et c'est pas possible que tout se passe comme si tout était parfait. C'est impossible, ça n'existe pas. Et là, je me dis, bon, allez, Olivier, t'arrêtes tes conneries quand même. Il y a quand même beaucoup d'années de sacrifices, de travail. C'est ta boîte, c'est ta retraite. C'est beaucoup de choses importantes. C'est tes enfants qui ont encore des études. Tu peux pas faire comme si t'existais pas, quoi. Mais ce tableau m'avait marqué. J'existais pas sur le tableau. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Je suis pas sur le tableau. Si je les appelle, je respecte pas le pacte quelque part. Oui, mais enfin, sois pas stupide, Olivier. Enfin, il y avait deux. Je me parlais avec moi-même. Je dis, mais sois pas stupide. Hein. C'est ta boîte, arrête. Hein. Déconne pas, quoi. Et je décide de pas les appeler. Et ça dure. Hein. On arrive fin novembre. Toujours pas de nouvelles. Et là, je me dis, bon, allez, stop. Là, c'est un suicide. Arrête tes conneries, quoi. Et là, je me dis, mais attends. C'est quand même un sacré problème de confiance que j'ai avec mes collaborateurs. Et mon père était facteur. Mon père jouissait d'une confiance absolument extraordinaire auprès de ses clients. Je me dis, c'est quand même incroyable, les choses sont bizarres. Mon père, qui est très malade, jouissait d'une confiance extraordinaire. Moi, qui suis avec mes collaborateurs à 10 000 km, je suis incapable de leur faire confiance. C'est-à-dire, je vais les rappeler. Parce que j'ai pas confiance, parce que j'ai peur. Avec tout ce qui s'est passé, j'ai de quoi avoir peur. Dilemme. Mon père, la confiance, ma boîte, qu'est-ce que je fais de tout ça? Et là, je me dis, eh ben tant pis. Pour mon père, je dois faire confiance. Alors que tous les indicateurs me disaient, mais t'es fou de faire confiance. Mais je l'ai fait pour mon père. Et donc, je me suis dit, je vais faire confiance. À aucun moment, t'imagines que ça puisse bien se passer? Non. Et tu dis, tous les indicateurs te disent que c'est compliqué. C'est quoi ces indicateurs? Les indicateurs que j'avais connus en 2003 m'indiquaient que dans ce même genre de situation, les choses allaient mal se passer. C'est-à-dire qu'en 2003, pour moi, les indicateurs d'une même situation, c'est je ne suis pas là, je suis à 10 000 km. Okay. Les indicateurs montrent tous que ça va mal se passer. Donc c'est à cela que je me réfère. Tu n'as aucun autre indicateur de compte bancaire, de mise à jour, de chiffres, etc., qui te montre que ça peut mal, que ça se passe mal. Ça se passe. Ça se passe.
ça se passe. Donc ils vivent ce que tu vivais En 2000... auparavant. Voilà, exactement. En 2003, ça se passait. Mais il se passait aussi plein d'autres choses que je ne voyais pas. Mais aussi, il se passait... la boîte que tu as remontée, en fait, il se repasse potentiellement les mêmes choses que ce que tu as vécu avant. Oui. Une boîte qui fonctionne avec des hauts, des bas, des difficultés. Voilà. À première lecture, ce qui est visible à distance, oui. Voilà. Mais ça ne reflète pas la réalité. Et donc là, je décide, donc je reviens à mon père, donc qu'est-ce que je fais de ça? La confiance de mon père, et je décide, oui, Et là, je suis vraiment fatigué, et je me dis, bon, finalement, est-ce que ça vaut le coup que je continue de me battre au Pérou dans un pays si incertain, si compliqué, où je suis fatigué, où je m'en sors pas finalement, même si la boîte a un potentiel extraordinaire. Et là, je me dis, tant pis. Je vais pas les appeler, puis on verra bien. Arrive le 31 décembre. Évidemment, pas de nouvelles. Si, une nouvelle. Je reçois un mail. Feliz Año Nuevo, señor Olivier. Joyeuses années, monsieur Olivier. Et c'est tout. Mon fameux Hugo qui m'envoie ce message. Tu t'es dit, mais se fout de ma gueule. Ah, carrément. Hugo et les autres dans l'équipe, eux étaient là en 2003 et ils ont vu ce qui s'est passé ou pas? Hugo, en 2003, il n'était pas là. C'était le chauffeur que j'avais. D'accord. Parce que suite à la tentative d'enlèvement de mes enfants, en 2003, quand je suis revenu en 2007, Hugo était le chauffeur. Parce qu'on était protégés. C'est lui qui emmenait mes enfants au collège franco-péruvien. C'est lui qui, tous les jours, venait me chercher à des heures complètement différentes. On prenait des trajets différents. J'allais faire mes courses à des heures différentes. Je revenais à la maison par des trajets différents, à des heures différentes. C'était l'angoisse. Ah oui, et Hugo était le chauffeur. Tes enfants sont revenus avec toi? En 2007, oui. En 2007, ah oui, ils sont pas restés en France. Non, ils sont revenus. Ah oui. C'était un gros pari aussi, ça, c'était compliqué. Ouais. Et donc, on était protégés. Et le fameux Hugo, qui était devenu le directeur général de la boîte, choisi par les collaborateurs de la boîte, c'était mon ancien chauffeur. Donc, là aussi, il y a une belle histoire. Et donc, j'en étais où? Oui, j'en étais au fait que... Je te souhaite bonne année. Il me souhaite bonne année, voilà. Et c'est tout. Avec un smiley. Non, quand même pas. Mais enfin, bref, c'était déjà beaucoup, tu sais. Et Hugo qui est pas loquace, en plus, un gars extraordinaire, mais qui parle très peu. Je m'attendais pas à ce qu'il fasse plus. Mais je me suis dit, c'est plié, quoi. Des choses sont pliées, c'est clair. Et là, t'es résigné, t'as lâché. Ah, là, j'ai lâché. Là, j'ai lâché. Dans les premiers jours de... je me rappelle, cette fin d'année est compliquée, hein. Mon père pas bien, ma boîte c'est plié. J'appelle mon avocat, puis j'avais le temps, j'ai plié pour plier, de toute façon autant que je profite bien de ma famille, je me rappelle encore de ça, de mes enfants, et puis début janvier j'appellerai mon avocat au Pérou, et puis on verra comment on liquidera la boîte, on vendra les actifs, ce qui reste, qu'est-ce qui reste, j'en sais rien, on verra bien. Et là j'appelle Eduardo au Pérou, mon avocat, et je lui dis, écoute Eduardo, j'ai fait une erreur, j'ai fait confiance, je savais que je prenais un gros risque, mais j'ai pas de nouvelles de mes collaborateurs, je suis sûr que c'est foutu. Je retourne en février au Pérou, et donc on fera ce qu'il faut. Et il me dit, ok Olivier, on s'occupe de ça. Je reviens en février. On est d'accord que lui, ton avocat, n'a aucune conscience de ce qui se passe dans l'entreprise. Non. Il voit pas, il sait pas. Non. Donc lui, il te dit, je te fais confiance, si tu me dis que c'est plié, c'est plié. Oui. Lui, il gérait les affaires juridiques de la boîte, mais pas plus, quoi. J'étais son interlocuteur principal. Oui, il vaut mieux contrôler les affaires juridiques de la boîte au Pérou. Et donc là, je retourne en février. Mes collaborateurs étaient informés que je revenais. Je monte les 2 étages. Du bureau, il y a 3 étages. Je monte au 2e étage. Et là, je m'attendais à... Je ne sais pas quel scénario, mais généralement, quand je revenais d'Amazonie ou de voyage, ce qui est incroyable au Pérou, ce qui est chouette à la fois, c'est un monde de paradoxes incroyable, hein. Quand je revenais de voyage, tout le monde s'arrêtait de bosser. C'est facile de s'arrêter de travailler là-bas, au fait, hein. Une petite parenthèse. Les gens s'arrêtent de bosser tout de suite.
ils viennent autour de toi et ils s'intéressent à toi, très sincèrement. Alors, votre voyage, comment ça s'est passé? En plus, j'avais l'habitude de leur ramener des choses pour leur faire plaisir. Et là, je me suis dit, même s'ils m'ont pillé, il va se passer la même chose qu'en 2003. Donc, comme si rien n'était, ils vont venir autour de moi, ils vont me dire: «Alors, monsieur Olivier, comment ça s'est passé? Racontez-nous, ta 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 ta». Je m'attends à la même chose. Donc, je monte les 2 étages. Dans les bureaux, l'atelier, enfin le la grosse, on dit une planta au Pérou, en espagnol, je sais plus comment on dit en français. L'entreprise, l'industrie, enfin le gros du lavage industriel qu'on avait était en bas, au rez-de-chaussée, et au premier étage, il y avait les bureaux, et au deuxième. Et je monte au premier étage là-bas, puisque là-bas, le rez-de-chaussée, c'est le premier étage, et le premier étage, c'est le deuxième étage. Donc je monte au deuxième étage, et là, j'attendais à voir mes 5 cadres, et j'en vois que 3. Et ils sont assis derrière leur bureau. Et moi, je pousse la porte, j'arrive et je leur dis: «Hola chicos, ¿cómo están?» Voilà, salut les gars, comment ça va? Et ils restent derrière leur bureau, ils lèvent la tête au-dessus de l'écran, ils me regardent, ils disent: Hola, señor Olivier, bonjour monsieur Olivier». Ils rebaissent la tête, ils continuent à bosser. Ah! Je suis bien chez moi là, non? Là, je sais plus. Je dis: «Là, il y a un problème. Là, c'est grave». Et là, c'est grave. Ils sont concentrés, ils s'occupent pas de moi. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était pire qu'en 2003, c'est clair. Et je leur dis: «Écoutez, j'aimerais aller boire un café avec chacun d'entre vous. Est-ce qu'on peut commencer par toi?» Il y avait Hugo, et puis il y avait 2 autres. Il y avait Omar, je crois, puis Alicia. Ils acceptent, un par un. On va boire un café en face, au supermarché d'en face, à la cafétéria. Et là, après m'être entretenu avec chacun d'entre eux, je me rends compte que, presque mot pour mot, ils me disent la même chose de ce qui s'est passé. Il s'est passé qu'ils ont eu des problèmes avec des clients. Il s'est passé qu'ils ont eu des problèmes avec des fournisseurs. Il s'est passé qu'ils ont eu des problèmes avec des collaborateurs. Il s'est passé qu'ils ont dû licencier du monde. Mais ce qui me touche, c'est qu'individuellement, ils expriment tout ça avec les mêmes émotions. C'est-à-dire qu'ils ont vécu pleinement des choses qui ont été dures pour eux. Et ce qui est étonnant, ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'au final, ils n'ont rien décidé individuellement, mais tous ensemble. Et je me rends compte que tous ensemble, ils ont pris des décisions parce qu'ils savaient qu'ils ne savaient pas. Et je me rends compte qu'ils ont géré la boîte probablement comme je l'aurais fait, voire mieux que ce que j'aurais fait, parce que eux qui sont du terrain, eux qui ont pris leurs responsabilités, eux qui connaissent le métier, qui savent détacher, qui savent repasser, qui savent recevoir un client, ils ont utilisé des solutions qui étaient au plus proche du terrain, et ça s'est bien passé. Et là, je me dis, mais c'est quoi cette histoire? Moi, pendant des mois, je me suis fait un film. Hein. Je me dis, mais c'est quoi cette histoire? Il est où le truc? Et ils avaient l'air sincères. Et ils étaient sincères, je le voyais dans leurs yeux, dans leurs émotions, dans leur ton de la voix. Quand ils se parlaient entre eux, ils s'écoutaient. Avant, c'était lequel allait parler le plus fort, lequel allait séduire le plus le patron pour avoir raison, pour justifier son poste de cadre. Là, il n'y avait plus de ça. C'était, il n'y avait pas d'ego entre eux. Il y avait de l'écoute. Comment on peut faire, comment on peut améliorer ce que tu proposes. Ils parlaient pas depuis leur ego, ils parlaient depuis leur source. Et c'était beau. Et je me suis dit, mais mince alors. Mais du coup, je fais quoi? Parce qu'en fait, ça s'est bien passé. Et là, je repense au documentaire du bonheur au travail. Et je me dis, mais ce serait possible au Pérou, ça? C'est possible en Amérique latine? J'ai jamais entendu parler de ça là-bas. Et je me suis dit, allez, on essaye. Je suis allé tellement loin dans la possibilité de perdre ma boîte. Finalement, ça s'est bien passé. Pourquoi finalement ne pas prendre un chemin plus audacieux et faire quelque chose où eux se sentent bien
Ils se sont sentis bien sans moi. Ça a été. Ils étaient grands. Ils s'en sont sortis. Et donc, c'est une autre réalité qui s'est installée. Et donc, je me suis dit, mais cette réalité, autant la mener encore plus loin, la faire encore plus belle, que eux continuent à s'épanouir. Et pour qu'ils s'épanouissent, j'ai pas intérêt à reprendre le volant. J'ai plutôt intérêt à les guider, peut-être. Moi qui étais parallèlement alors, pendant cette période de 3 ans, entre 2003 et 2007, je m'étais formé en tant que formateur en leadership, management, etc., etc. Donc j'avais des bonnes bases. Mais je me rendais bien compte que ce que j'avais appris en Europe ne résonnait pas complètement avec ce que les gens ont besoin de ressentir au Pérou. Et le mot ressentir est important. Ici, en Europe, on a besoin de comprendre. Là-bas, ils ont besoin de ressentir. C'est-à-dire que, pour faire un schéma très simpliste, j'ai l'impression qu'ici en Europe, en tout cas en France, pour viser le cœur, il faut d'abord toucher la tête. En Amérique latine, pour toucher la tête, il faut d'abord viser le cœur. Et je me suis formé au coaching ontologique pour pouvoir mieux accompagner mes collaborateurs. Et j'ai l'impression d'avoir trouvé une recette qui visait à la fois les recettes de management comme on les connaît ici, mais surtout la dimension humaine qui fait que l'émotion est le carburant de l'action. Et ça, je l'ai appris avec le coaching ontologique. L'ontologie, c'est tout simplement la science de l'être. Et c'est tout simplement passionnant. Et avec ces deux combinaisons-là, j'ai pu mieux comprendre mes collaborateurs, mieux comprendre l'être humain, mieux comprendre les leviers émotionnels qui font que les gens se mettent en mouvement. Et du coup, j'ai choisi de pas reprendre le volant de la boîte, mais simplement de me mettre à côté d'eux, de me mettre à leur service et d'être un support pour eux. Et là, il s'est passé plein d'autres choses. Est-ce que je peux reformuler en disant que finalement, ce dont tu te rends compte, c'est que ce qui est au cœur de l'entreprise libérée, ou peu importe comment comment on l'appelle, parce qu'elle a plein de noms, mais les valeurs vraiment très profondes de confiance, de responsabilité, de liberté, ça, quelque part, tu t'es rendu compte que ça pouvait être transculturel, que c'était pas forcément européen comme tu le pensais au départ, mais que c'est peut-être dans le comment après tu mets ça en place, en œuvre, que tu t'es adapté culturellement, mais en tout cas que le socle de valeurs, ça c'est la confiance, la liberté, la responsabilité, c'est ça pourrait être universel. Moi, je crois qu'on peut enlever le pourrait être par le remplacer par c'est. J'osais pas, mais... C'est tout simplement au travers de mes expériences et des entreprises que j'ai pu accompagner plus tard, je me suis bien rendu compte que quelle que soit la culture, quelle que soit l'éducation, nos émotions sont universelles, elles sont humaines. Et ça change pas. Il n'y a pas de religion dans tout ça, il n'y a pas de dogme. Ce sont nos émotions, on est fait d'émotions. Et c'est la grande richesse c'est notre grande richesse quand on sait l'emmener dans les directions qui sont vertueuses. Et effectivement, j'ai appris ça. Et les résultats ont été absolument impressionnants parce que 2 ans après ce jour-là, la productivité moyenne par personne avait été augmentée de 29%. La rotation du personnel, le turnover a été divisé par 2 et les bénéfices de la boîte avaient été multipliés par plus que 3. Et j'étais pas aux commandes de la boîte. Alors on pourrait se dire, tu étais si nul que ça pour peut-être. Mais heureusement en France, j'avais eu un bon témoignage d'entreprise réussie et les premières années au Pérou aussi, jusqu'à ce qu'il y ait toutes ces histoires, quoi. Donc, mais quelque part, ma confiance était ébranlée quand même. Je me suis dit, mais alors, tu vas faire quoi pour toi? Tu sers à quoi dans l'histoire? Et en fait, j'ai appris que apprendre à lâcher prise était un énorme travail sur moi-même. Donc, c'est un sacré boulot. Apprendre à faire confiance, réellement. Pas dire je te fais confiance.
Quand on dit je te fais confiance, déjà c'est une injonction, c'est une demande de ta part, mais l'autre il a rien demandé. Donc en monnaie d'échange, tu lui dis je te fais confiance et t'attends de lui qu'il se responsabilise. Bah, c'est pas ça la confiance, c'est pas ça la délégation, et pourtant c'est l'erreur que j'ai commis bien avant. On apprend à lire les signaux faibles qui se trouvent pas forcément dans les signes, dans les chiffres, mais qui se trouvent dans le ton de la voix des gens, qu'on apprend à écouter profondément. C'est là en fait que j'ai appris tout ça. Et après je l'ai mis au service de clients. Et ça marche, c'est ça qui est incroyable. Ça marche et c'est beaucoup plus simple. Moi, j'ai l'impression que la révolution du management qui nous attend, elle est dans comment revenir à des choses simples et de bon sens. Elle est là, la révolution du management aujourd'hui. J'en suis convaincu. En tout cas, c'est ce qui marche. Et du coup, quand tu dis les clients que j'accompagnais plus tard, c'est que après ça, Alors, oui. Alors avant ça, oui, du coup, je me rends compte que dans ma boîte, je veux être support pour mes collaborateurs, je veux les accompagner, je deviens coach professionnel. Sauf que là, je me trouve confronté à quelque chose, c'est qu'ils veulent pas de moi comme coach. C'est le patron. Et ils ont complètement raison. Éthiquement parlant, déjà, quand tu es coach professionnel, tu vas pas coacher ta famille, tu vas pas coacher ton conjoint, et tu vas encore moins coacher tes collaborateurs. Donc j'ai appris tout ça pour rien. Moi, c'était pour les aider que je faisais ça. Mais non, ça marche pas. Ils veulent pas de mes conseils. Et ils veulent pas de mes conseils, mais ça veut dire quoi ? C'est quand même ma boîte. Elle est où ma place ? Ok, je suis plus sur le tableau. Ok, je ne suis plus le directeur général puisqu'on a formalisé le fait qu'Hugo est le directeur général. Donc moi, je suis juste associé dans ma boîte. Je refuse de toucher des salaires de ma boîte parce que je ne travaille plus. Et donc, je développe d'autres activités. Et puis en plus, tous les livres comptables sont ouverts. Donc, comment on peut imaginer un patron qui bosse pas dans sa boîte toucher un salaire ? Au mieux, il touche des dividendes. C'est ce que je faisais. Mais j'avais plus de salaire. Donc là aussi, je jouais le jeu. Mais ça me gênait de pas toucher de salaire. Et donc, j'ai fait d'autres choses. Mais les autres choses sont venues à moi, finalement, naturellement. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il y avait des problèmes de qualité sur des vêtements, par exemple, on pouvait brûler un vêtement mal repassé. Voilà, on pouvait le brûler. Les clients, au Pérou, veulent voir un chef pour résoudre leurs problèmes. Un employé peut pas résoudre le problème d'un client. Sauf que moi, quand j'étais pas là, les clients se sont habitués parfois à régler les non-conformités avec les employés. Mais quand je suis revenu, certains clients me disaient « Olivier, il y a un problème dans ta boîte. » Pardon ? Oui, il y a un sérieux problème. C'est que tes employés, quand on leur demande de te voir toi pour régler un problème, ils nous disent que c'est eux qui règlent le problème. Ils se croient les chefs, tes employés. Et là, j'ai dû dire « Ben oui, mais c'est normal. » Et là, je suis rentré dans une incompréhension totale avec mes clients. Et parmi mes clients, justement, et ça va nous amener directement à qu'est-ce que j'ai fait après. Parmi mes clients, il y avait des gens dans les médias, dans El Comercio, qui est un journal, le journal le plus connu, le plus lu au Pérou, dans les médias, dans les télévisions. Et un des journalistes du Comercio vient m'interviewer en me disant « Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe chez vous ? Parce que vous dites qu'il n'y a pas de chef. » Effectivement, tout le monde est chef, tout le monde est leader. Voilà, c'est pas qu'il n'y en a pas, c'est que tout le monde est chef, tout le monde est leader. Et à ce moment-là, donc je commence à faire des interviews et il y a des papiers qui sortent dans la presse. Les universités s'emparent de ça en disant mais c'est quoi ? Les écoles de commerce, ils disent mais c'est quoi ce truc là ? Presto est connu partout, tout le monde connaît Presto. Et puis il n'y a pas de chef, mais c'est quoi ce truc-là ? Enfin, j'aime pas dire qu'il n'y a pas de chef, tout le monde est chef, tout le monde est responsable. Et finalement, des papiers sont écrits et on me demande de témoigner d'histoires que je vous témoigne à vous finalement. Et donc dans les écoles de commerce, etc. Il y a l'école polytechnique de Madrid qui fait un cas d'études particulier sur ma boîte en Amérique latine parce qu'elles sont pas nombreuses. Bref, je commence à être interviewé. Et puis petit à petit, on me demande de parler, donc je commence à faire des conférences. Je fais des conférences, on me demande les conférences plaisent.
on me propose de me rémunérer pour faire des conférences. Alors je dis pas non. Je me retrouve aux côtés des gens de chez Netflix, de chez LinkedIn pour faire des conférences sur le management humain atypique. Et voilà, donc je deviens conférencier. Et de conférence en conférence, des dirigeants d'entreprise viennent me voir, me disent on aimerait bien s'inspirer de vous. Alors, il n'y en a pas beaucoup, je vous rassure. Mais ceux qui veulent s'inspirer de ce modèle-là se rapprochent de moi et je commence à accompagner des organisations de toute taille. Ça commence par l'ONU, l'OIT. Je fais des interventions chez Engie, et puis voilà des entreprises privées, des ESS, Make Sense, qui est une ESS connue en France, mais dont j'aide à construire la gouvernance partagée au Pérou, et voilà, et de plus en plus, et maintenant j'accompagne des dirigeants d'entreprise en France, puisque je suis en France, et ça se passe merveilleusement bien, mais à condition d'avoir des dirigeants d'entreprise qui ont vraiment envie de se remettre en question et qui sont conscients que le changement commence par eux. Donc si on respecte cet ordre-là, forcément on arrive à bon port. Et c'est marrant ce que tu dis parce que dans ce chemin de l'entreprise libérée, il y a celles et ceux qui se lancent en disant moi c'est ce chemin que je vais explorer. Il y en a qui se transforment parce que ils ont besoin de se transformer pour des raisons de performance, pour plein de raisons en fait. Mais en fait, ils décident de se transformer et d'aller explorer ce chemin-là en comprenant que c'est d'abord un chemin de transformation personnelle avant de faire un chemin de transformation organisationnelle. Mais c'est comme si toi, ce chemin, il t'avait été imposé en fait. Ah carrément, moi j'ai aucun mérite là-dessus. Je veux dire, j'ai en fait, fait le dos au mur. Tu l'as pas voulu, t'en avais pas conscience au départ. T'en voulais pas. Ouais. Et c'est comme si c'était un cadeau que t'avait fait ton père en te disant retrouve le chemin de la confiance. Exactement. Et je vais t'obliger à le faire sans que t'en aies conscience tout de suite. C'est exactement ça. Merci papa. Exactement. C'est exactement ça. Et depuis notre début d'interview, vous parlez d'entreprise libérée, moi j'en parle pas. Parce que pour moi, l'entreprise libérée, elle veut nous amener à une certaine manière de faire l'entreprise. On libère, ça dépend jusqu'où on va. J'ai pas cette ambition moi, avec mes clients. Je l'appelle moi entreprise collaborative tout simplement parce que tous les dirigeants d'entreprise ne sont pas tous prêts à aller aussi loin qu'une entreprise libérée. Et je respecte ça. Moi, j'aurais jamais fait une entreprise libérée si j'avais pas lâché prise à mon insu. Et des tas de dirigeants d'entreprise sont prêts à changer, généralement dans deux conditions. Soit ils sont le dos au mur, comme moi, ils n'ont pas d'autre solution, ils se disent allez hop, on va essayer autre chose. Ou alors, et c'est le cas aujourd'hui à Toulouse, j'accompagne une belle entreprise, un dirigeant très courageux qui n'a absolument pas besoin de ça. Financièrement parlant, vraiment, il n'a pas besoin de se remettre en question parce que ça marche. Mais lui, il a envie de puiser plus loin dans sa propre recherche personnelle et c'est dans cette direction-là qu'il fait une entreprise beaucoup plus humaine, beaucoup plus ouverte. Il a envie de collaboration profonde. Donc, il va puiser dans des ressources dont il n'a pas besoin, mais il a envie de s'enrichir. Et c'est pour ça que je parle plus, moi, d'organisation collaborative, qui est un terme générique, qui inclut les entreprises opales, qui inclut beaucoup... Enfin, voilà, c'est générique, chacun prend ce qu'il veut et il va où il veut. Et l'entreprise libérée, pour moi, elle est un petit peu trop axée dans une direction dans laquelle je ne souhaite pas enfermer mes clients. Voilà. Oui, et puis on lui a collé plein d'images en plus. En plus. C'est pour ça que je disais, ou avec un autre nom, parce que on a aussi entendu entreprise à gouvernance partagée. Enfin, il y a plein de termes qui peuvent... Voilà, collaborative. On peut y mettre plein de choses. Oui. Et non, mais tout à fait, que chacun fasse quelque chose à... L'entreprise libérée m'a beaucoup aidé pour tester des choses et je m'en inspire sur certains points. L'esprit opale de Frédéric Laloux, très puissant également. Il y a la gouvernance intégrative de Sacha Epp. Il y a des tas de choses intéressantes comme ça c'est un kaléidoscope. Si on voit l'entreprise comme un organisme vivant, ne cherchons pas des pièces à un moteur pour que le moteur fonctionne.
Et il y a même des choses qu'on peut créer. Donc, allons puiser dans le vivant. Il y a plein de choses en nous qui sont capables de trouver des solutions. Alors, on a fait un bond dans le temps parce que tu me parles de clients que tu accompagnes ici à Toulouse. Mais nous, on était encore au Pérou. T'étais pas encore rentré. Quelle est la bascule qui fait que ça y est, tu remets tes bagages, tu reviens en France? Alors l'histoire serait trop simple si elle s'arrêtait là. La vie n'est pas un fleuve tranquille, n'est pas un long fleuve tranquille, et donc la boîte va bien. Moi, je donne des conférences dans différents pays d'Amérique latine et d'Espagne. J'accompagne des clients de toute taille. C'est vraiment très intéressant. Et nous arrivons au mois de mars 2020. Mois de mars 2020, la crise Covid. J'ai 90% de mes magasins dans les galeries marchandes, les centres commerciaux. Il n'y a pas d'état-providence. Il n'y a pas de quoi qu'il en coûte. On va tenir combien de temps? On ne sait pas. Finalement, si. On tient 8 mois. Et au bout de 8 mois, on ferme. Très dur. Très, très dur. Dur pour les collaborateurs qui vivaient une très belle aventure, humainement très forte. Tout le monde trouvait sa place. Presto illuminé par son modèle de management. Donner des idées. Générer de l'impact autour. Pour moi, c'est... ouais, j'aime pas utiliser le mot dramatique, mais je crois que s'il faut que je sois honnête avec moi-même, c'est dramatique. J'ai 23 ans d'investissement de temps de ma vie qui, matériellement parlant, se réduit à 0. Pas de retraite. Alors que tout allait bien. Je ressens de l'injustice. Mais en même temps, c'est comme ça. Donc, fin août 2020, un de mes clients au Pérou, une entreprise française, une organisation française qui est installée au Pérou que j'avais accompagnée, sait que je reviens en France au mois d'août. Elle me dit: Olivier, on va développer une organisation sous le mode de la collaboration partout en France. Est-ce que tu es d'accord pour nous accompagner? Je dis: avec grand plaisir. En plus, j'ai de la chance. Il m'arrive ça et on me propose quelque chose de génial. Je suis un petit peu dubitatif sur le fait que je serai salarié en CDI. Et la dernière fois que j'ai eu un contrat, j'avais 20 ans. J'en ai 56 quand on me propose ça. Je dis waouh. En même temps, je vais pas faire la fine bouche, on va voir. Le projet est intéressant. Dans mes conditions, j'avais mis que c'était important que le dirigeant se remette en question s'il veut vraiment installer la collaboration. C'est pas du tout ce qui se passe. Donc, je suis déçu. Je n'avance pas. Ma vie change. Je dois me reconstruire. Je dois me réhabituer à ma culture en France. Je sens même que j'ai du mal à comprendre ce qu'on me dit. C'est-à-dire, j'ai la gymnastique dans la manière dont sont construites les phrases. J'ai du mal, je me rends compte. J'ai du mal à m'exprimer. Il y a des mots qui viennent pas. J'ai de la pression. Tout ça mis bout à bout fait que je tombe en dépression. Je fais une déprime. Voilà, je fais une déprime, ce qu'on appelle un burn-out. 1 an et demi après être arrivé en France. Et là, c'est très très dur. C'est très dur et j'ai donc 58 ans et je me dis comment je vois l'avenir? Comment je vois l'avenir? Je vois pas grand-chose. Je ne vois pas grand-chose. Reprendre des risques comme à 20 ans, non. Refaire la même chose que ce que j'ai fait avant, non, parce que ça n'a pas marché comme je l'imaginais. Et donc je me suis dit bon, le passé c'est le passé, le futur j'en sais rien. C'est peut-être le moment de m'occuper du moment présent. Et le moment présent, j'ai recherché mes essentiels. J'ai recherché ce qu'on appelle la zone de génie, c'est-à-dire
La zone de génie, pour faire vite fait, on a nos zones d'incompétence, nos zones de compétence. On sait, mais on n'est pas forcément expert, mais on sait. On a la zone d'expertise. La zone d'expertise, on est reconnu pour ça. On sait, évidemment, les autres nous reconnaissent pour ça, mais ça pompe en énergie. Et il y a la zone de génie. La zone de génie, c'est non seulement c'est une zone d'expertise, mais en plus, ça te met en énergie. Et moi, qu'est-ce qui me met en énergie ? C'est d'accompagner des dirigeants d'entreprise qui ont envie de ne plus être esclaves de leur boîte, qui ont envie de se réaliser à travers le développement de leurs collaborateurs, qui ont envie de voir que le capital le plus important, c'est le capital humain, et que derrière, tout suit. Voilà ce qui me plaît vraiment. Et donc, ça, c'est OK, c'est identifié. La deuxième chose, c'est moi. Je vous avais dit dès le départ que mon père et la valeur travail, c'était très fort. Et si ce qui me motivait dans la vie était autre chose que le travail ? Mais quoi, quand on a passé sa vie à trouver du plaisir au travail ? Et donc, qu'est-ce qui me plaît ? Grosse réflexion. Ce qui me plaît, et je revis des vibrations de mon adolescence. Refaire du vélo, revoir les potes, des moments simples, prendre du temps, de l'insouciance. Mais comment je fais pour vivre de ça ? De l'un et de l'autre ? Eh ben, pourquoi ça serait pas possible, puisque dans ta boîte au Pérou, tu bossais que 4 heures par mois. Une matinée par mois, je bossais pour ma boîte au Pérou. Le reste, c'est parce que j'avais besoin de travailler, j'avais envie de travailler. Donc, si je suis capable de bosser 4 heures par mois pour ma boîte, peut-être que je suis quand même capable de bosser un mi-temps, ici en France. Mais dans quoi ? J'ai identifié que c'était dans l'accompagnement de dirigeants d'entreprise. Donc ça, c'est OK. Mais qu'un mi-temps, comment je vais en vivre ? Question. Je tourne le problème dans tous les sens. Et je me dis, tant pis, je me fais confiance. Donc, je vais doubler mes honoraires, on va voir ce que ça donne. Je double les honoraires et j'ai aucune remarque. Et ça se passe bien. Donc, j'arrive à vivre avec ce que j'attends, ce que j'ai besoin, en travaillant à mi-temps. Et finalement, il se passe des choses incroyables encore une fois. C'est-à-dire que je crois que les accompagnements que je fais résonnent tellement avec le besoin du dirigeant d'entreprise. Il y a forcément une empathie entre mon parcours et le dirigeant d'entreprise que j'accompagne. Ça résonne tellement fort que d'autres opportunités s'ouvrent. Et là, c'est un petit peu tôt pour que je vous en parle, en tout cas auprès de tout le monde. Mais il se passe des choses extraordinaires où j'ai la chance de pouvoir concilier vie personnelle et vie professionnelle extrêmement intéressante et qui génère de l'impact surtout dans notre société. Donc, on en parlera peut-être à un autre moment, mais les choses se passent très bien. Et je suis très heureux. Est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé, Olivier, que tu aurais aimé qu'on aborde ? Il y a des tas d'aventures que je mettrais dans le registre plus technique de comment faire des entreprises où les collaborateurs s'emparent de la vision de l'entreprise, comment ils s'engagent. Il y a eu plein d'expériences qui ont été menées. Certaines ont échoué, mais la plupart ont gagné. Je crois que les essentiels, c'est quoi ? C'est d'être soi-même, d'être authentique, mais authentique avec ses carences. Moi, j'ai des carences, j'ai pas étudié. J'ai juste un CAP BEP. J'ai pas le bac. Mais je pense que d'avancer en honnêteté avec ce que l'on a et qui on est, c'est déjà un travail sur soi-même. Je repasse vite fait le cahier rouge que je vous ai parlé tout à l'heure. Mon ancrage avec les valeurs, la confiance de mon père. La chance d'être intrépide pour aller voir ce qui se passe derrière la peur. Tout ça, on ne l'apprend pas dans les écoles.
Et pourtant, notre monde, il a besoin de ça, je crois. Notre monde a besoin de sentir les gens, sentir l'autre, se faire confiance, s'écouter. Derrière quelqu'un qui nous est différent, qu'est-ce que je peux apprendre? De quoi je peux m'enrichir? Qu'est-ce que je peux partager à cette personne-là? Et je crois que la période qu'on vit aujourd'hui nous crie tous ces messages-là. C'est le moment ou jamais. C'est le moment ou jamais. On est obligé de partager. On est obligé de collaborer. Tout seul, on va dans le mur. On a des défis qui sont extrêmes. Aujourd'hui, que ce soit le chercheur d'emploi ou le chercheur d'un nouvel emploi, ils ont envie de travailler pour vivre, mais de plus vivre pour travailler. Les managers, ils sont fatigués. Quand ils parlent à cœur ouvert, ils ressentent de la fatigue. Ils sont fatigués de la course permanente. Ils sont fatigués de la pression qu'ils reçoivent, fatigués de la pression qu'ils doivent donner, imposer aux autres. Ils sont fatigués des listes de mails qui n'en finissent pas. Ils sont fatigués des réunions qui s'enchaînent. Ils sont fatigués de faire des PowerPoint pour convaincre. Ils sont fatigués de devoir faire le bonheur des autres, de les motiver pour qu'ils puissent produire plus. Les grands dirigeants, eux, qui se sentent tout puissants, quand ils osent enlever le masque, ils veulent nous faire croire qu'ils maîtrisent leur vie. Ils veulent nous faire croire qu'ils sont les gagnants d'un jeu de la réussite. Notre planète, n'en parlons pas. Notre planète, elle n'en peut plus. Elle peut plus supporter que nos entreprises polluent l'air, la mer, la terre, l'écosystème, des espèces que nos petits-enfants connaîtront probablement pas. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Je pense qu'on a un rôle à jouer, mais voilà. Et c'est le moment, tout de suite, maintenant. Merci beaucoup pour ton témoignage et pour ce cri de la fin. F-I-N. Parce que, Romain et moi, tu sais, on a créé le podcast aussi parce qu'on est convaincus que les entreprises, elles ont un rôle à jouer qui est primordial et qu'elles ont le pouvoir, en fait, de changer les choses. Et tu l'as dit et tu l'as répété pendant ce temps ensemble, ça part du dirigeant, ça part du changement très sincère et très profond et d'une vraie volonté de faire différemment. Et nous, on espère pouvoir contribuer et on espère que par ces témoignages et par ton témoignage, là aujourd'hui, ça contribue un petit peu plus à chaque fois à se dire et à montrer que c'est possible, qu'on peut. Tu vois, il y a un vrai message d'espoir, même si la route, on l'a vu, elle est sinueuse, elle est faite de plein d'embûches. En tout cas, je crois que tu as toujours gardé cet espoir à l'intérieur, cette force de création, de recréation, de propulsion de vie pour trouver des solutions, quel que soit le point de départ. Avec plein d'ancrage, avec des envies d'être relié à ton papa, à ta maman, à tes filles, à tes collaborateurs. Et je vais rien dire d'innovant en disant que la relation à soi et aux autres, c'est un point de départ important de notre histoire commune, mais je crois que tu l'incarnes encore aujourd'hui avec ton témoignage, donc merci beaucoup pour ça. La plus belle récompense, je crois, ce sont nos enfants. Ce sont nos enfants, en fait, qui s'imprègnent de ce que l'on vit, du modèle. Et Louis, qui est dirigeant d'entreprise en Espagne, est allé très loin dans ce domaine-là. C'est incroyable. J'ai oublié ton fils aussi. Je vous en ai pas parlé. Oui. Parce que les filles ont connu des choses difficiles. Louis est né après. Mais les trois sont des âmes libres. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse offrir à nos enfants, je crois. Merci beaucoup, Olivier. J'ai passé un excellent moment
aussi bon que celui que nous avions déjà passé au téléphone. Je rejoins vraiment Lucie sur tout ce que tu as dit moi j'ai pris quelques notes. Tu as parlé d'insécurité, mais que cette insécurité, elle était aussi associée à une liberté. Quand tu t'es mis en insécurité, tu t'es redonné une forme de liberté. Je trouvais ça extrêmement fort. Tu as parlé des émotions d'abord. Et effectivement, c'est un point de départ. C'est le démarrage de toute une histoire. Tout comme moi j'ai ressenti cette émotion que tu as eue lorsque tu as ouvert ce cahier où tu as écrit papa, maman. J'ai le sentiment que c'est quelque chose qui est encore présent, mais qui a été présent tout au long de cette histoire. Et tu l'as dit au début de l'enregistrement, le travail t'a dompté. Et j'ai l'impression que toi aujourd'hui tu as fait un petit flip là. Tu as réussi à dompter. Aujourd'hui, je le domine. Tu le domines parfaitement. C'est mon moi à moi. C'est pas ma tête. Oui. C'est ce que je ressens qui domine mon moi. Ouais. Ce que je ressens domine mon ego. Voilà. Et puis une dernière chose, c'est que on a beau faire tourner la map monde, on peut tomber dans l'eau un paquet de fois. Il y a un moment, on vise juste. Et donc, ça a été cette belle histoire au Pérou. Merci Olivier, et puis merci pour ton accueil. Merci à vous. C'est fini pour aujourd'hui. Nous espérons que cet épisode vous a inspiré. Retrouvez toutes les infos et les épisodes sur notre site tippingpoint.fr, tipping-point.fr. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager l'épisode le plus largement autour de vous et à mettre 5 belles étoiles pour nous aider à nous faire connaître. À bientôt!